Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 août 2026 et notre cher ami, notre frère Elijah Magnier est avec nous. Bon retour parmi nous, Elijah. Bonjour Nima, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Elijah, permettez-moi de commencer. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Et je voudrais commencer par ce nouveau pacte de défense. Je ne sais pas, on peut l'appeler un pacte de défense, un pacte militaire, disons-le ainsi, ou pacte de sécurité entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Ces derniers jours, après la signature de ce pacte de défense, nous avons entendu le Pakistan. Il a dit qu'il s'agissait avant tout d'un rapprochement entre pays musulmans. L'Arabie saoudite est restée plutôt silencieuse à ce sujet. Ils ont dit vouloir que l'Égypte en fasse partie, mais il semble que l'Égypte ait décidé de ne pas participer. Il y a eu deux informations. L'une d'elles affirme qu'ils ont fourni à l'Égypte de faux renseignements pour voir comment elle réagirait. Vont-ils transmettre ces informations aux États-Unis? Je ne sais pas si ce rapport est fiable. Mais l'autre rapport affirme que l'Arabie saoudite voulait que l'Égypte fasse partie du pacte. L'Égypte a toutefois décidé de ne pas y prendre part et d'attendre de voir ce qui se passerait avec ce pacte. Et l'autre point, c'est ce qu'Erdogan a déclaré il y a quelques instants. Il a dit que nous avons assumé une responsabilité historique pour contribuer à garantir la stabilité dans notre région. L'objectif principal de l'accord est de renforcer la dissuasion. Il est ouvert à tous les participants, à toutes les nations fraternelles. Et selon lui, notre vision est à terme de réunir tous les pays de la région dans ce cadre, si possible. Cet accord n'est dirigé contre aucun pays. Son seul objectif est de promouvoir la paix et la stabilité dans la région, ainsi que le bien-être de nos peuples. Nous savons que toute l'idée d'un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, grâce à cet accord, un rapprochement négocié, d'une certaine manière, par les Chinois et les Russes, visait entièrement la paix et la prospérité de la région. Ben Salman, MBS en parle toujours. Mais toute cette guerre contre l'Iran, la participation des pays du CCG, la coopération de ces pays contre l'Iran, ont en quelque sorte détruit cette image. Or, voici un nouveau signal qui arrive dans la région. Comment comprenez-vous ce pacte de défense? Excellente question. Alors, décomposons-la en plusieurs éléments pour bien comprendre ce que signifie réellement ce pacte. Tout d'abord, certains diront que l'idée d'un tel pacte est évoquée depuis 2 ans. C'est exact. Mais nous avons vu de nombreux pactes, y compris certains bien plus importants en Asie occidentale, où des négociations sont en cours, ou qui ont même créé une unité entre des pays ou une collaboration entre eux, des accords de défense, sans jamais vraiment être mis en pratique. Ce qui est intéressant dans ce que nous voyons avec ce pacte, c'est le moment choisi. Et ce moment est important. D'abord, c'est un message adressé aux Américains. Cela ne veut pas dire que l'Arabie saoudite est contre l'Amérique, le Pakistan ou même la Turquie. Au contraire, la Turquie est un pays de l'OTAN. Le Pakistan est un allié très solide des États-Unis, tout comme l'Arabie saoudite. Cependant, il est inévitable que ce pacte envoie un message aux Américains. En substance, il dit « Vous n'êtes pas vraiment capable de protéger les pays du Golfe parce que nous avons vu vos performances et vos décisions dans la guerre contre l'Iran. Premièrement, vous êtes entrés en guerre sans nous prévenir. Deuxièmement, vous y êtes entrés sans être préparés aux représailles iraniennes. Troisièmement, vous n'avez pas réussi à vous défendre, ni à défendre vos bases, ni à défendre les pays du Golfe. Les Saoudiens cherchent donc autre chose pour renforcer leur sécurité et envoyer un message au monde entier. L'Arabie saoudite a en réalité, même sans les États-Unis, d'autres alliés capables de se ranger derrière elle ou à ses côtés et de la protéger.
Cela envoie un message fort de stabilité. Le deuxième message fort vise Benjamin Netanyahou et Israël dans son ensemble. Nous avons entendu le Premier ministre israélien, le ministre de la Défense, ainsi que tous les différents ministres, y compris d'anciens premiers ministres israéliens, qui sont candidats à la direction d'Israël à l'avenir si Benjamin Netanyahou échoue. Ils se sont de nouveau prononcés contre la Turquie et le Pakistan, et certains contre l'Arabie saoudite, d'autres contre le Qatar. Et les Saoudiens étaient principalement visés parce que l'Arabie saoudite a lié la normalisation avec Israël à la condition d'une solution à deux États en Palestine. C'est quelque chose que Benjamin Netanyahou n'accordera jamais aux Palestiniens. Il ne leur donnera pas d'État palestinien, pas même sur un mètre de terre en Palestine. C'est pourquoi ce pacte s'adresse aussi aux Israéliens. Il leur dit que, plutôt que Benjamin Netanyahou rêve ou pense que tous les pays du Golfe vont faire la queue pour normaliser leurs relations avec Israël, ils sont désormais alliés à ce que les Israéliens appellent le nouveau front sunnite, qu'il faudrait attaquer après le front chiite. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. La troisième partie, c'est que oui, cela pourrait envoyer un message à l'Iran sur la scène internationale. Pour ceux qui ne comprennent pas à quel point les relations entre le Pakistan et l'Iran sont fortes, ils ont une frontière commune. Ils ont de nombreux projets ensemble, notamment des projets énergétiques. Il y a aussi le gazoduc qui doit entrer au Pakistan, mais que la partie pakistanaise n'a pas réalisé. Les liens entre les deux pays sont forts, tout comme avec la Turquie. L'Iran et la Turquie ont maintenu leurs frontières, et la Turquie a été en réalité un refuge sûr pour les Iraniens pendant les nombreuses décennies de sanctions américaines contre l'Iran. En plus de cela, les gens ne savent pas qu'il existe une collaboration très étroite entre les Iraniens et les services de renseignement turcs. Il y a aussi les frontières avec l'Azerbaïdjan et les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, ainsi qu'entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, sont importantes. Par conséquent, ce triangle est une zone dont les trois pays cherchent constamment à préserver la stabilité. Il est donc très peu probable que cela soit dirigé contre l'Iran, car le jour où l'Iran devra bombarder l'Arabie saoudite en raison de la présence de bases américaines dans ce pays, l'Iran n'hésitera pas une seconde. Il bombardera le territoire saoudien, uniquement dans le but de détruire les actifs américains en Arabie saoudite. Et ce pacte entre le Pakistan et la Turquie sera aussi très réticent à tourner ses armes contre Ansarullah au Yémen. Au contraire, ils essaieront de jouer les médiateurs et de faire en sorte que cette crise prenne fin, parce qu'il y a besoin de paix et de stabilité en Asie occidentale, et d'éliminer tous ces problèmes entre les différents pays. Ainsi, tout le monde en Asie occidentale y gagnerait, à l'exception des Américains et des Israéliens. Les Américains ne partiront pas de sitôt, mais les Israéliens ont reçu un message très clair. Les pays du CCG ne font pas la queue pour aller en Israël conclure un accord avec les Israéliens. Ils cherchent d'autres options. Si l'on regarde la situation actuelle, on voit enfin le guide suprême iranien nommer des commandants militaires en Iran. Le chef du Conseil de sécurité nationale a été nommé par le guide suprême d'Iran. Et comment voyez-vous les changements qui interviennent avec le nouveau? Il était l'homme qui dirige actuellement le Conseil suprême de sécurité nationale, était à la tête des gardiens de la révolution pendant la guerre Iran-Irak. Je sais que vous avez une connaissance approfondie de ces années-là et de ce qui se passe dans la région. Quelle est votre lecture de ce qui se passe en Iran avec ces nouvelles personnes qui arrivent au pouvoir? Oui, c'est vrai. J'ai couvert la guerre Iran-Irak depuis l'Iran dans les années 1980
et j'ai gardé ce contact avec les Iraniens pendant toutes ces décennies. Néanmoins, les gens considèrent Mohsen Rezaei comme la personne la plus radicale, celle qui remplace Zolkadr au Conseil de sécurité nationale. Ce qui n'est pas vraiment exact, car Zolkadr était une personnalité exclusivement tournée vers la sécurité, les gardiens de la révolution, le militaire, très loin de la politique. Mohsen Rezaei est différent. Il a commencé par diriger les gardiens de la révolution. Et ses 17 premières années à leur tête ont fait que, d'une certaine manière, parce qu'il a commencé très jeune, à 27 ans, tous les autres dirigeants des gardiens de la révolution, qui sont aujourd'hui connus au fil des années et des décennies, ont travaillé sous son commandement. À l'exception des nouveaux visages arrivés après 1997, lorsqu'il a quitté les gardiens de la révolution pour exercer d'autres fonctions et responsabilités. Mais Mohsen Rezaei a été candidat à la présidence à plusieurs reprises. Il s'est aussi occupé de l'économie, des finances, de la gestion de l'État. Il a donc une vision bien plus large de la sécurité nationale dans son ensemble et pas seulement sous l'angle sécuritaire. Car la sécurité nationale inclut cela, mais ne se limite pas à cela. C'est une vision qui exige de regarder tout ce qui concerne l'Iran, l'économie, les sanctions, la population, la réaction aux sanctions, les actions de population à la guerre, etc. Donc en Iran, beaucoup d'aspects sont très dynamiques. Et quelqu'un comme Mohsen Rezaei est la bonne personne pour ce poste, pour d'autres raisons aussi, sur lesquelles je vais revenir. Si l'on regarde le docteur Ali Larijani, c'était une personnalité très connue de la population. S'il marche dans la rue, les gens le reconnaissent. Si Zolkadr marchait dans la rue, très peu de gens sauraient qui il est. Si Mohsen Rezaei marche dans la rue, tout le monde sait qui est Mohsen Rezaei. Je peux le confirmer à 100%. Allez-y, Elijah. Vous mettez exactement le doigt dessus. Allez-y. Merci. Il y a aussi un autre aspect très délicat. Le président. Le président Pezeshkian, Massoud Pezeshkian, n'est pas issu du monde politique. Ce n'est pas un diplomate, c'est un médecin, mais c'est un homme bien dans la fonction qu'il exerce, représentant ce qu'on appelle en Iran les pragmatiques. Mais c'est pas un pragmatique rebelle. On ne parle pas de Khatami, on ne parle pas de Hashemi Rafsanjani, on ne parle pas de ces dirigeants-là. C'est quelqu'un de beaucoup plus modéré. L'Iran n'a pas besoin d'une image douce, mais il a aussi besoin d'une image douce. Toutefois, quand Massoud Pezeshkian s'exprime et dit quelque chose qui en réalité n'est pas très clair pour tout le monde, ou quand il y a des contradictions, c'est parce que les Iraniens ont des opinions très arrêtées sur tout et qu'ils ne sont pas d'accord. C'est toute la beauté de la politique iranienne et de sa dynamique. On voit très clairement des gens, même sur les réseaux sociaux, se battre et accuser les autres d'être des traîtres, alors même qu'ils sont parmi les plus loyaux envers l'Iran, comme Kalibaf par exemple. Il a été dans les gardiens de la révolution, à des postes de direction. Il a été le compagnon de Haji Qassem Soleimani. Et puis soudain, parce qu'il a accepté l'accord, le protocole d'accord, c'est un traître. Les Iraniens peuvent donc aller jusque-là, ce qui à mon avis est sain. Ils le peuvent, c'est leur opinion, c'est leur pays. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent à ce sujet et exprimer leur opinion. Donc, quand Massoud Pezeshkian fera des erreurs et que le docteur Ali Larijani le corrigera, Mohsen Rezaei sera la meilleure personne pour remettre les choses sur les rails. Si ce que dira Pezeshkian crée des malentendus, notamment parmi les pays du Golfe ou en Occident, ils sauteront dessus. Et je trouve extrêmement amusant que chaque fois qu'un responsable américain de l'administration dise « Eh bien, ces gens ne sont pas d'accord. Nous ne savons pas à qui nous parlons », ce soit une bonne chose.
parce qu'ils ne comprennent pas que réellement il y a une décision centrale en Iran et que tout le reste à la périphérie est quelque chose de sain, d'autorisé. Mais il y a 13 personnes, plus ou moins, au sein de la sécurité nationale qui décident de la suite. Et un autre point, Zulqadr était un représentant du grand ayatollah Saïd Mojtaba Khamenei. Enfin, il n'était pas représentant, pardon. Il était le chef du Conseil de sécurité nationale. Dans les institutions iraniennes, le chef du Conseil de sécurité nationale n'a pas de droit de vote. Aujourd'hui, Mohsen Rezaei est le chef du Conseil de sécurité nationale et le représentant du guide. Il a donc un droit de vote. Il n'est pas seulement le représentant du guide, il a aussi un droit de vote, auquel s'ajoute une deuxième personne, Jalili. Le guide dispose donc de 2 voix au Conseil de sécurité nationale. C'est également important, et cela peut faire basculer les décisions quand elles ne sont pas simplement à mi-chemin, mais qu'elles nécessitent une majorité des 2 tiers, comme c'est le cas pour les décisions les plus importantes au Conseil de sécurité nationale. Et lorsque Mohsen Rezaei s'exprimera publiquement, tout le monde au sein des gardiens de la Révolution le respectera, parce qu'il a été leur chef. Et même s'il n'a pas été leur dirigeant direct, parce qu'il est parti assez vite et que d'autres sont arrivés au pouvoir, ils connaissent tout de même le poids lourd que représente cette personne, et ils peuvent l'écouter. Cela ne veut pas dire que Mohsen Rezaei va entraîner l'Iran vers les extrémistes. Au contraire, il sera souple, mais pas au point de se briser. Il sera ferme, mais pas non plus au point de se briser, ou souple au point de se laisser marcher dessus. Mohsen Rezaei saura donc quand trouver un équilibre et quand dire non aux Américains lorsqu'ils sont faibles. Et l'Amérique est faible à la table des négociations, pas sur le plan militaire. Sur le plan militaire, ils ont le pays et l'armée les plus puissants du monde, mais ils n'ont pas réussi à ouvrir le détroit d'Ormuz à tous les navires sans l'intervention iranienne. C'est l'Iran qui décide pour le détroit d'Ormuz, et c'est pour cela que les Iraniens gardent la main sur la décision. Voilà ce qu'a dit Mohsen Rezaei. Nous n'accepterons aucun accord avec les Américains. Nous ne rouvrirons pas le détroit d'Ormuz, quel que soit l'accord conclu avec Oman. C'est important. Il existe un accord avec Oman qui ne sera mis en œuvre que lorsque l'Iran acceptera d'ouvrir le détroit d'Ormuz, lorsque les Américains se soumettront aux exigences iraniennes. Mohsen Rezaei a donc avancé quelque chose de très nouveau au cours des dernières 24 heures. Il a dit, quand la guerre au Liban et à Gaza a commencé. C'est la première fois qu'un responsable comme Mohsen Rezaei, au Conseil de sécurité nationale, intervient et mentionne Gaza pour s'assurer que Donald Trump ne voit jamais le bout du tunnel dans les négociations avec l'Iran et qu'il ne parvienne jamais à un accord sur le programme nucléaire iranien tant qu'il sera au pouvoir au cours des 2 ans et demi à venir. Oui. Je veux dire, vous êtes Iranien et vous êtes le mieux placé pour juger de ce que j'ai dit au sujet de Mohsen Rezaei, vous voyez? Je pense que vous l'avez expliqué avec justesse. Je n'ai rien à ajouter, vous savez. Je pense que vos remarques étaient tout à fait pertinentes. Et vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, Elijah. Le point, c'est que, concernant la négociation, nous avons eu 2 informations venant du Qatar et d'Iran. L'une venait du Qatar, l'autre, si je ne me trompe pas, d'Arabie Saoudite. Toutes 2 indiquent que les 2 parties, l'Iran et Oman, se rapprochent. Elles sont dans la phase finale des négociations sur le nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Mais comme vous l'avez mentionné, ou comme je l'ai mentionné, cela ne veut pas forcément dire que nous allons rouvrir le détroit d'Ormuz. Le détroit reste fermé. Hier et avant-hier, Donald Trump disait « Tout est ouvert. Nous contrôlons tout. »
Comment voyez-vous la manière dont l'Iran négocie avec Oman? Est-ce qu'Oman fournit d'une manière ou d'une autre aux États-Unis des informations sur ce qui se passe entre les deux parties, entre Oman et l'Iran? Je parle des pourparlers et du nouveau mécanisme qui est en cours. Enfin, ils négocient d'une certaine façon. Ils ne sont pas encore parvenus au projet final. Oui, Oman négocie au nom du Conseil de coopération du Golfe et des États-Unis. Et l'Iran a tout le temps nécessaire pour expliquer aux Omanais que la situation à Hormuz sera uniquement et exclusivement sous le contrôle de l'Iran. Tout ce qui entre dans le détroit d'Hormuz est contrôlé uniquement par l'Iran. Et tout navire qui en sortira ne pourra le faire qu'avec l'accord des autorités iraniennes et devra payer les frais de service. Mais cela ne se produira, là encore, que lorsque les Américains et les Iraniens seront parvenus à un accord, les sanctions contre l'Iran seront levées, l'Iran pourra vendre son pétrole et son gaz et naviguer librement. Et puis, il y a tous les autres points du protocole d'accord, à commencer par le premier paragraphe. Ce que Mohsen Rezaei a évoqué, c'est la fin de la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban et à Gaza. Oui, vous avez dit que l'objectif de Rezaei n'est pas de parvenir à un accord. Peut-être que les points qu'il avance concernant Gaza, le Liban, il a parlé de l'Irak, du Yémen, et nous connaissons la situation en Asie occidentale, entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Au cours des dernières 24 heures, nous avons vu de multiples attaques à l'intérieur du Yémen, entre des groupes soutenus par l'Arabie saoudite au Yémen et Saleh, avec de nombreuses victimes. Et il y a les attaques en mer Rouge. Au moins 3 ou 4 pétroliers ont été attaqués ces 2 derniers jours. Le Yémen attaque ses pétroliers, des pétroliers saoudiens. Quelle est la situation à la suite de ce pacte militaire? Comment voyez-vous la situation entre le Yémen et l'Arabie saoudite? Vont-ils parvenir à une sorte d'entente pour mettre leurs différents de côté? Ou est-ce trop difficile pour l'Arabie saoudite de faire marche arrière sur le Yémen? Non, on revient au même problème, celui du détroit d'Hormuz. Pour les Américains, le problème du détroit d'Hormuz ne sera pas résolu tant que celui de Bab el-Mandeb ne le sera pas aussi. Et Bab el-Mandeb ne sera pas résolu tant que les sanctions saoudiennes contre le Yémen ne seront pas levées. Aujourd'hui, puisque Bab el-Mandeb s'est lié à l'Iran et au détroit d'Hormuz, l'Iran se lie lui aussi à Bab el-Mandeb. Quand l'Iran parlerait du premier paragraphe du protocole d'accord, cela voudrait dire une solution pour tout. Les Iraniens n'ont besoin de négocier qu'avec les Américains. Ils n'ont pas besoin de négocier avec les Saoudiens. C'est aux Américains de parler aux Saoudiens et de résoudre le problème du Yémen, des sanctions et de Bab el-Mandeb. Cela signifie que les Saoudiens se trouvent dans une situation extrêmement difficile, tout comme les Américains. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, certaines voix disent « Acceptons l'accord le moins dommageable avec l'Iran, levons les sanctions sur le pétrole et permettons aux Iraniens d'exporter ce pétrole afin d'ouvrir le détroit d'Hormuz. » Ce sont vraiment des illusionnistes, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en réalité, l'Iran ne fera pas ce que veulent les Américains, ni ce qui leur conviendrait le mieux. Ouvrir le détroit d'Hormuz pour que les Américains puissent faire baisser le prix du pétrole aux États-Unis et que le reste du monde puisse recommencer à respirer, parce que le prix du pétrole augmente. Au contraire, les Iraniens disent « soit nous réglons tous les problèmes, soit rien ne sera réglé ». Tout est lié. Donc, ce que font les Yéménites à Bab el-Mandeb, c'est qu'ils ont stoppé la navigation des Saoudiens en direction de la Corne de l'Afrique et de l'Asie. Mais les Yéménites bombardent même les pétroliers saoudiens à l'intérieur de la mer Rouge. Ils frappent donc ces navires lorsqu'ils se dirigent vers l'Égypte et le canal de Suez. C'est ainsi qu'Ansarallah envoie un message. En réalité,
les exportations de pétrole ne seront pas limitées à 3 250 000 barils par jour. C'est ce que le canal de Suez peut absorber quotidiennement, mais ce sera beaucoup moins. Et le monde entier subira non seulement les 20% des flux de pétrole et de gaz qui ne passent pas par le détroit d'Ormuz, mais aussi 28 à 29%. Donc ils augmentent ce pourcentage. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un petit commentaire sur tous ceux qui se font des illusions au sujet du pipeline qui relie l'Arabie saoudite et les Émirats en contournant le détroit d'Ormuz, si je peux me permettre. Mais c'est vous qui décidez. Allez-y. Oui, exactement, allez-y. Parce qu'on a entendu Scott Bessent en parler et dire, au cours des 2 prochaines années, nous aurons une alternative au détroit d'Ormuz. Donc l'importance du détroit d'Ormuz va diminuer, voire disparaître du paysage. Allez-y. Quelle est votre compréhension de cela? Oui, merci. Cela indique donc, une fois de plus, que soit l'administration ment, soit elle est ignorante. D'abord, ces pipelines souterrains vont coûter très cher. Certains diront que les Saoudiens et les Émiratis ont beaucoup d'argent, qu'ils peuvent le faire. Très bien. Mais ils ne peuvent pas mettre les stations de pompage et les infrastructures énergétiques sous terre. Ils doivent les installer en surface. Deuxième point. Il faudra 2 à 3 ans pour que ce pipeline puisse transporter environ 35 à 40% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz. Il reste encore 60 à 65% du pétrole qui doit transiter par le détroit d'Ormuz, parce que l'Irak, le Koweït et Oman doivent faire passer leur pétrole par le détroit d'Ormuz, et surtout le Qatar. Et là, on parle du gaz, j'y viens. Certains diront que l'Irak envisage en fait Banias en Syrie, ils envisagent aussi Kirkuk via la Turquie, et que cela leur permettrait aussi de... Eh bien, la réponse est non. Cela leur donnerait entre 300 000 et 600 000 barils de pétrole et 800 000 au maximum de leur capacité. 800 000 barils, alors que l'Irak produit entre 3,5 et 4 millions de barils et qu'il a l'intention d'atteindre 5 millions dans les 5 prochaines années. Donc, ce n'est qu'une très petite quantité de ce que l'Irak exporte. Et pour le Koweït, 0. Maintenant, passons au Qatar. Le gaz à transporter doit être à moins 164 ou moins 165 degrés. Le Qatar n'a aucun pipeline permettant de transporter le gaz à ce type de température, moins 164 degrés, en dehors du détroit d'Ormuz. Ils ont toujours besoin du détroit d'Ormuz pour transporter le gaz. Voilà pourquoi les gens ne regardent pas le prix du gaz qui augmente chaque jour. Hier, j'ai reçu une notification du gouvernement disant que le prix du gaz allait augmenter le mois prochain. Et il y aura aussi une nouvelle hausse de l'électricité de 2,5%. Donc, tout augmente, malgré les subventions des gouvernements en Europe. Il y a donc beaucoup d'éléments qui ne sont pas vraiment réels, avancés par les analystes et l'administration américaine, simplement pour calmer le marché. Mais, en réalité, cela ne s'applique pas vraiment à l'itinéraire alternatif au détroit d'Ormuz. Donc non, le détroit d'Ormuz est indispensable pour au moins les 3 à 4 prochaines années. Et lorsqu'une partie sera disponible en dehors du détroit d'Ormuz, elle ne représentera que 35 à 40%, avec beaucoup d'argent investi. Et cela ne sera toujours pas accessible à tous les pays. Nous avons eu une information, Elijah, relayée par Reuters. Une source iranienne de haut rang leur a déclaré que Téhéran et Washington ne discutaient pas d'une prolongation du cessez-le-feu. Elle a ajouté que du point de vue de l'Iran, il n'y avait jamais eu de date officielle de début, et donc rien à prolonger. Et cette source affirme que les États-Unis ont violé le protocole d'accord 48 heures après sa signature. À mon avis, le message qu'il essaie de faire passer, c'est qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Cela signifie que l'Iran, chaque fois qu'il décidera d'attaquer, s'il voit que quelque chose se prépare,
ou s'ils lancent une sorte d'attaque préventive contre la Jordanie ou d'autres pays. C'est peut-être pour cela qu'ils ne veulent pas parler du cessez-le-feu ou de sa prolongation. Quelle est votre lecture de la situation actuelle? Ils parlent d'une sorte de pause. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran et pour les États-Unis? Et comment voyez-vous la suite? Nima, le mémorandum d'entente n'a jamais parlé d'un cessez-le-feu. Il parlait dans son premier paragraphe de la fin de la guerre. L'Iran ne se préoccupe pas du cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu signifie l'arrêt des tirs. Ce n'est pas ce qui met fin à l'état de guerre entre les deux pays, surtout quand les Américains ont été les agresseurs. Ce sont eux qui, avec les Israéliens, ont commencé la guerre, et l'Iran se défendait. Et n'oubliez jamais que, dès le premier jour, les Américains ont immédiatement bombardé l'école Nima et tué 170-180 enfants en Iran. C'était dès le premier jour. Donc c'est in Iran, that was on day one. So the You mean Minab ceasefire. school? Sorry? Minab school. Yeah, with the Minab. Pardon, Yeah, so Minab, the first, l'école de Minab. from day Oui, one of Minab. the war, Iran Donc, asked dès le for premier ceasefire. jour de la guerre, l'Iran n'a jamais demandé de cesser le feu. Ils ont demandé la fin de la guerre. Et l'Iran s'autorise, chaque fois qu'il dit voir un quelconque moyen américain en préparation pour la guerre, à le frapper, parce qu'il est toujours en état de guerre. Par conséquent, pour les Iraniens, s'il n'y a pas de déclaration mettant fin à la guerre, et de garantie, et c'est la partie la plus difficile, parce que les Iraniens ne font pas confiance aux Américains. Alors des gens comme Mohsen Rezaei, comme le grand ayatollah Saïd Mujtaba Khamenei, ne sont pas accessibles au public, parce que les Israéliens peuvent encore aller les assassiner. Et les Iraniens ne veulent pas donner ce plaisir aux Israéliens ou aux Américains, parce que c'est quelque chose dont ils tirent du plaisir. Même s'ils ne peuvent pas changer la dynamique du pays, parce que personne n'est irremplaçable en Iran. Because nobody is irreplaceable in Iran. Therefore, if there is no end of the war, Par conséquent, tant qu'il n'y a pas de fin à la guerre, il n'y a pas de cessez-le-feu entre les deux pays. C'est aux Américains de venir dire « Nous allons mettre fin à la guerre et nous déclarons la fin de la guerre ». Mais les garanties doivent venir des Nations Unies et d'autres pays, avec une résolution qui acte la fin de la guerre et que toutes les parties respecteront. Pour le moment, les Américains se contentent de gérer la crise, de gérer le conflit. Ils disent « D'accord, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Levons les sanctions pendant 60 jours. » Puis ils changent d'avis et commencent à bombarder l'Iran. Et l'Iran riposte contre tous les intérêts américains, que ce soit en Jordanie, en Irak, au Kurdistan, les Kurdes pro-américains, alliés des Américains, ou dans n'importe quel autre pays du CCG. Kurds or it is in any other GCC country. This is the Iranian position and is not going to C'est la change. position de l'Iran, et elle ne changera pas, parce que l'Iran est toujours en état de guerre. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi l'Iran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz? Eh bien, selon la logique iranienne, pourquoi l'Iran rouvrirait-il le détroit d'Ormuz s'il est en état de guerre? Pourquoi l'Iran signerait-il un accord avec Oman et l'appliquerait-il alors qu'il y a un état de guerre? L'accord a été conclu avec Oman pour être mis en œuvre après la guerre, quand il n'y aura plus de guerre. Tant qu'il y aura un état de guerre, rien ne pourra être appliqué. Et l'Iran est un acteur dominant dans le détroit d'Ormuz. C'est l'Iran qui est chargé de riposter et de détruire, ou d'essayer de détruire, les moyens américains dans le Golfe et en Jordanie. Un article du Wall Street Journal affirmait que tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe accepteraient, d'une certaine manière, la nouvelle réalité dans le détroit d'Ormuz. L'Iran en a le contrôle. Est-ce que cela va faciliter les choses pour Donald Trump ou l'aider dans son conflit en cours avec l'Iran?
Malheureusement, je ne pense pas que Donald Trump prête attention à ce qu'ils acceptent ou n'acceptent pas. Et si l'Iran ne négocie pas avec les pays du Conseil de coopération du Golfe, c'est parce qu'il sait que ces pays n'ont ni voix au chapitre, ni pouvoir de décision auprès des Américains. Parce que les Américains les ignorent, en réalité. Les Américains sont entrés en guerre sans consulter les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et si cette guerre a commencé avec leur approbation, alors c'est encore pire, parce qu'ils en sont tout autant responsables. Aujourd'hui, les Américains sont prêts à accepter les conditions iraniennes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que même si les Américains acceptent les conditions iraniennes, ainsi que la souveraineté, la domination totale et l'hégémonie de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, ils n'auront réglé qu'un seul des nombreux problèmes qui restent au sommet de l'agenda iranien. La levée de toutes les sanctions, le déblocage des avoirs gelés, le paiement de compensations de guerre et la fin de la guerre au Moyen-Orient, notamment au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen. Voilà les exigences iraniennes. Et les Américains pensent qu'en acceptant la domination iranienne sur le détroit d'Ormuz, le problème est réglé. Ce n'est que le début. Vous voyez, Elijah, quels sont les enjeux pour les États-Unis? Il y a 2 points importants. L'un, comme vous l'avez mentionné, c'est l'économie, avec le cas du détroit d'Ormuz. L'autre, ce sont les nouveaux rapports concernant les intercepteurs, les missiles. Et Donald Trump a ses propres limites, après tout. Il ne sera pas tellement en mesure de poursuivre la guerre, parce que cela voudrait dire dépenser davantage de missiles, d'intercepteurs. Or, les nouveaux rapports montrent que ces stocks ne sont pas, complètement remplis et disponibles pour être utilisés dans la guerre. La même chose se produit en Ukraine. Les nouvelles attaques russes contre l'Ukraine montrent à quel point l'Ukraine n'a littéralement pas les intercepteurs Patriot. Ils ne les ont pas. Ils utilisent des drones contre la Russie pour attaquer la Russie. C'est le visage actuel du conflit. Quelles sont les options pour Donald Trump? Continuer la guerre? Car ce n'est pas quelque chose d'inhabituel dans la politique étrangère des États-Unis, à Washington. On a vu comment Joe Biden a commencé la guerre en Ukraine. Ils ont poursuivi la guerre jusqu'au dernier moment, puis ils l'ont transmise à Donald Trump. Donald Trump pourrait faire la même chose. Pensez-vous qu'il va s'inscrire dans cette tradition qu'on a déjà vue avec l'Iran, avec l'Irak, la guerre en Irak et en Afghanistan pendant de nombreuses années? Est-ce qu'on se dirige vers le même type de stratégie à Washington? Washington est pris au piège. Donald Trump a été élu parce que parmi les promesses qu'il avait faites aux Américains, il y avait celle de faire baisser le prix du pétrole et de l'essence et de ne pas faire la guerre comme ses prédécesseurs. Or, au contraire, il est entré en guerre contre le Venezuela. Il est entré en guerre, même si cela ne dure que quelques jours, contre l'Iran. Et ça a été dévastateur. Il critiquait Barack Obama en disant « Obama va nous entraîner dans une guerre contre l'Iran ». Et puis il tombe dans le même piège que Benjamin Netanyahu a essayé de tendre à de nombreux présidents américains. Et il est le seul, selon le congressman Van Hollen, ce sont ses mots, le seul président stupide à être tombé dans le piège de Benjamin Netanyahu après 40 ans de tentatives pour faire la guerre à l'Iran. Aujourd'hui, le problème de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas de stratégie de sortie. Il a essayé la guerre. Donc avoir ou non un système de missiles intercepteurs ne change pas vraiment grand-chose. Parce que s'il repart en guerre contre l'Iran, quels objectifs doit-il encore atteindre? Il a essayé. Il a essayé d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Il a essayé de détruire les capacités de l'Iran. Il a bombardé l'Iran à outrance. Il a bombardé sur les côtes toutes les installations qu'il pouvait repérer, en surface comme sous terre.
L'Iran a été très habile en mettant en place toute une division de l'heure et a vraiment épuisé la plupart des bombes et des missiles de précision américains sur de faux chars, de faux avions, des hélicoptères factices et des centres de commandement et de contrôle factices. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Iran n'a pas subi de dégâts. L'Iran a été touché, mais il continue de se battre. Alors que les Américains disent « D'accord, allons-y pour un nouveau cycle », il repartira pour 1, 2, 3 semaines et après. Quels objectifs veut-il atteindre? Il ne peut pas les atteindre. Il ne peut rien faire concernant le programme iranien de missiles, le programme nucléaire iranien, le contrôle iranien du détroit d'Ormuz ou le soutien de l'Iran à ses alliés au Moyen-Orient et partout dans le monde. Il ne peut donc rien y faire. Il a essayé de tuer les principaux dirigeants avec les Israéliens, parce que c'est le passe-temps favori des Israéliens. Et il n'a pas réussi à briser l'Iran. Au contraire, il a remplacé le grand ayatollah, qui était âgé mais restait sage et dirigeait le pays, par son fils. Celui-ci est jeune, il dirigeait déjà le bureau de son père, était en contact avec toutes les forces en Iran et connaissait très bien l'Iran ainsi que la gestion des affaires de l'État. Mais il a 57 ans, donc il est encore relativement jeune pour diriger le pays. Au final, ce qu'il a accompli, c'est de créer pour l'industrie iranienne un problème qui n'existait pas avant la guerre. Et une autre guerre ne lui servirait à rien. C'est pour ça que Donald Trump est coincé. Et quand il est coincé, il lui faut une porte de sortie. Il cherche l'option la moins dommageable. Mais il ne l'a pas. Il ne peut pas débloquer l'argent iranien parce qu'il sera crucifié sur le plan intérieur, dans son propre pays, par tous les va-t-en-guerre et par les médias qui l'attaqueront pour ce qu'il n'a pas obtenu et pour ce qu'il donne à l'Iran. Il ne donnera certainement pas un centime à l'Iran à titre de compensation de guerre. Ce qui convient à l'Iran, parce qu'alors l'Iran augmentera le pourcentage prélevé sur tous les navires qui traversent le détroit d'Ormuz, afin de récupérer non seulement les dommages de guerre, mais 10 ou 100 fois plus au fil des décennies, car ces frais seront appliqués pour toujours. La situation dans le détroit d'Ormuz est terminée. Elle est complètement différente. Le détroit sera sous contrôle iranien, avec les droits de passage que l'Iran veut mettre en place. Il ne peut pas vraiment lever toutes les sanctions et donner les 110 milliards de dollars à l'Iran. Donc, il est coincé. Et c'est pour ça qu'il envisage de pouvoir le faire. Il ne s'oriente que vers un seul problème qu'il peut accepter. Accepter les droits exigés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, régler uniquement ce problème-là, s'arrêter là, puis maintenir les sanctions. C'est ce qu'il dit. Mais encore une fois, il échoue. Pourquoi? Parce que cette fois, les sanctions concernent le monde entier. Comment ça se fait? Parce que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz et qu'aucun des 20 millions de barils ne sort du détroit d'Ormuz tant que l'Iran ne peut pas vendre son pétrole. Ce qui veut dire que les sanctions américaines ne sanctionnent plus seulement l'Iran. Mais l'Iran dispose d'un autre levier qu'il ne va pas lâcher tant qu'il n'aura pas obtenu tous les autres points. C'est donc un dilemme pour Donald Trump. Et je suis sûr qu'il se ronge les sangs, malgré tous les mensonges qui sortent chaque jour. Mais il est vraiment dans une situation très difficile. Et malheureusement pour lui, il n'y a pas d'issue. Vous avez indiqué qu'il n'y avait aucune possibilité que les États-Unis lèvent leurs sanctions contre l'Iran de leur propre initiative. L'autre point concerne le Conseil suprême de sécurité nationale iranien, dont la dernière déclaration mentionnait ensemble le Liban, la Palestine, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Dans cette même déclaration, ils disaient qu'ils allaient punir les pays qui coopèrent avec les États-Unis dans le cadre de ce régime de sanctions, Iran ou qui ont coopéré avec les États-Unis pendant la guerre.
Et ils vont utiliser ce levier autant que possible pour y parvenir. And they're going to use the Strait of Hormuz to do that. And how do you see as time goes by? Et comment voyez-vous les choses évoluer avec le temps? Nous savons que les États-Unis ne vont pas lever les sanctions. Cela ne dépend pas de Donald Trump lui-même. Cela dépend du Congrès, de l'ensemble des partis politiques aux États-Unis. Ils doivent parvenir à une sorte d'entente, ce qui n'arrivera jamais, à mon avis, pour le moment. Tout dépend donc des Européens, des autres pays qui ont coopéré, qui ont participé. Comment voyez-vous ce front-là? Et comment voyez-vous le levier dont dispose l'Iran dans le détroit d'Ormuz, avec le temps, pour réduire l'influence ou la pression de ce régime de sanctions? Financial pain. These countries will pay a higher La douleur financière. for all the ships Ces pays paieront un pourcentage plus élevé pour tous les navires qu'ils voudront utiliser pour traverser le détroit d'Ormuz. to make this country feel Au bout du pain compte, and get l'Iran ne veut pas punir un pays, lui faire ressentir la douleur sans en tirer aucun bénéfice. Au contraire, la meilleure façon de punir un pays qui collabore avec les États-Unis, c'est de faire en sorte que ce pays finance l'Iran, afin d'accroître la puissance de l'Iran et de soulager la population iranienne. C'est la meilleure façon de punir ces pays. Et comme tous ces pays sont riches en pétrole ou en gaz, le long du détroit d'Ormuz, ils ont les moyens de payer. along the Strait of Hormuz, they have the money to pay. At the end of the day, the end consumer is going to pay the price. Au bout du compte, c'est le consommateur final qui paiera le prix. Cela dit, l'Iran aura ici un autre avantage, parce qu'il pourra vendre son pétrole moins cher, puisqu'en réalité, il ne paye pas lui-même les frais. Le pétrole iranien est exempté de frais pour traverser le détroit d'Ormuz, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres pays. Par conséquent, l'Iran aura beaucoup plus de demandes pour vendre son pétrole. Il utilisera cet argent pour augmenter sa production pétrolière, la faire grimper fortement, puis mieux vendre, afin d'assurer la prospérité de la population iranienne, qui souffre énormément depuis 47 ans à cause des sanctions américaines. For 47 years because of the US sanctions. Do you think that Pensez-vous que la situation en Asie occidentale, Elijah, la manière dont vous avez parlé du nouveau pacte militaire ou pacte de défense, l'évolution du détroit d'Ormuz, le fait que Bab el-Mandeb soit soumis à une pression énorme de la part du Yémen, tout cela, c'est le nouveau visage de l'Asie occidentale. Comment cela va-t-il être perçu à Washington? Je ne parle pas de Donald Trump. Je parle de ces gens au pouvoir qui sont toujours les décideurs aux États-Unis, qui sont les décideurs en Ukraine. Nous savons que le changement dans l'administration Trump, avant son arrivée au pouvoir, c'était avant tout la promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Beaucoup de gens demandent pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que c'est le plan de l'establishment, du blob, ou disons de l'État profond, si on peut l'appeler ainsi. Mais comment tout le dossier de l'Asie occidentale va-t-il être perçu par ces gens à Washington, aux États-Unis? You brought the example of Ukraine a few times. Vous avez cité l'exemple de l'Ukraine à plusieurs reprises dans cette conversation. At the time of Joe L'Ukraine est un peu différente. À l'époque de Joe Biden, ce n'est pas Joe Biden qui a déclenché cette guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Au fil des années, de nombreux présidents américains ont soutenu l'Ukraine pour qu'elle s'oppose à la Russie, jusqu'à la révolution de couleur de 2014 et au coup d'État contre le président. Cependant, quand Joe Biden est arrivé, l'OTAN participait déjà à l'entraînement de toutes les forces armées ukrainiennes, les préparant à affronter la Russie lorsqu'un nouveau président américain, prêt à déclencher la guerre contre la Russie, arriverait au pouvoir. willing to start the war against Russia will come to power. Joe Biden created a base Joe Biden a créé une base pour 50 nations à Ramstein en Allemagne, où tout le monde s'est réuni pour planifier la guerre contre la Russie, fournir des armes aux Ukrainiens, leur offrir des services logistiques et de renseignement, et les guider, un peu plus que les guider, mais j'essaie d'être un peu diplomate ici, sur ce qu'ils devaient attaquer en Russie et comment le faire. Nous savons qu'entre la Russie et les Ukrainiens,
La guerre était sur le point de se terminer dès le premier mois, lorsque les Russes sont arrivés à Hostomel, à 30 km de Kiev, et que Zelensky était sur le point de signer un accord à Istanbul en avril, lorsque le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est rendu à Kiev et lui a dit de ne pas signer. Ainsi, tout l'Occident et l'OTAN étaient derrière l'Ukraine, soutenant la guerre contre la Russie et empêchant l'accord entre la Russie et l'Ukraine. C'est pour cela qu'on a vu une colonne de 67 km de chars russes, sur la route, prêts à entrer dans Kiev, mais arrêtés à cause de la négociation. C'est aussi à ce moment-là que la France a joué un rôle en demandant à Poutine, et Poutine est tombé dans le piège, de retirer réellement une partie de ses forces pour montrer sa bonne volonté et prouver qu'il voulait vraiment la paix. C'est pour cela qu'il a été trompé. Le convoi a commencé à être bombardé et la guerre a repris. Ce n'est pas la situation en Asie occidentale. En Asie occidentale, nous assistons au travail d'un nouveau Moyen-Orient qui est sur le point de naître, avec une image complètement différente. D'abord, l'OTAN a apporté un soutien logistique aux États-Unis, en autorisant les avions à atterrir et en leur fournissant un appui militaire, mais sans réellement planifier la guerre. Les Américains étaient assez arrogants pour ne demander aucun soutien. Et contrairement à toutes les guerres précédentes, ils sont partis en guerre sans le soutien de l'Europe ni de l'OTAN. Ils disaient « Nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous pouvons aller détruire l'Iran, changer le régime parce que nous le voulons, parce que le butin revient aux vainqueurs. » C'est ce que Donald Trump a dit à propos du Venezuela, et il pensait la même chose de l'Iran. Eh bien, il a été déçu, et il s'est mis à crier en voulant l'aide de l'OTAN. Mais l'OTAN a été assez intelligente. Enfin, surtout l'Europe, pas l'OTAN. L'OTAN n'est pas intelligente. L'OTAN, c'est l'Amérique, ce sont les États-Unis. Mais l'Europe s'est dit, en fait, nous ne voulons pas de cette guerre. C'est plus ou moins exactement comme le président français Jacques Chirac, quand les Américains, George Bush Jr., sont entrés en guerre contre l'Irak en 2003, et que Chirac a dit « Je ne veux pas de cette guerre, ce n'est pas notre guerre ». Mais ensuite, quelques mois plus tard, il y est allé. Eh bien, cette fois, les Européens disent « Ce n'est pas notre guerre ». Donald Trump est un belliciste, ça suffit ce qu'il nous a fait. Qu'il règle son propre problème et nous n'en ferons pas partie. À cause de cela, et parce que les Européens comprennent qu'il ne sert à rien de faire la guerre à l'Iran, parce qu'ils savent que l'Iran n'est pas sur le point de fabriquer une bombe nucléaire, parce qu'il n'y a aucun fondement juridique. Même si, pour l'Europe, c'est pas si important de trouver une légalité derrière ce qui était illégal, faire la guerre à l'Irak. Et Tony Blair a fait la guerre à l'Irak, suivi ensuite par de nombreux pays dont l'Ukraine, soit dit en passant. Ils ont donc fait la guerre à l'Irak. Cette fois-ci, ils se sont dit, bon, nous avons assez d'images pour ne pas y aller. Maintenant, le problème est entre les États-Unis, même pas Israël, et l'Iran. Et l'Iran a décidé de faire comprendre à tous les pays arabes et du Golfe que la présence des Américains dans les pays du Golfe, en Asie occidentale, est si dommageable qu'elle doit prendre fin. Eh bien, ça ne va pas arriver, parce que les pays du CCG n'ont pas assez de courage pour demander aux Américains de partir. En revanche, ils vont commencer à s'appuyer davantage sur la Turquie et le Pakistan, à acheter davantage à la Chine, à payer en yuan plutôt qu'en dollars américains en permanence, à demander des échanges de projets avec les Chinois, les Européens et d'autres pays. Donc, lentement mais sûrement, ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de contrôle total des Américains dans les pays du CCG. Cela se produit déjà. Et l'Iran fait en sorte que les pays du CCG comprennent le prix qu'ils paient. Et ils le comprendront encore davantage lorsqu'ils commenceront à naviguer dans le détroit d'Ormuz, quand l'Iran autorisera le passage. Les Américains sont en réalité la source des problèmes, et ce sont eux
qui, sans le vouloir, ont véritablement désigné l'Iran comme le policier du Moyen-Orient. Et ce n'est pas quelque chose qui réjouira particulièrement les Saoudiens, car pendant des décennies, les Saoudiens ont tout fait pour s'assurer que l'Iran soit vaincu, que l'Iran ne soit pas fort. Depuis leur soutien à Saddam Hussein en 1981, lors de la guerre contre l'Iran, jusqu'à leur soutien à Daesh, à l'État islamique, à Al-Qaïda et à tout ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient pour faire en sorte que l'Iran ne soit pas un pays stable. Je veux dire, le prince héritier Mohammed Ben Salman a déclaré à un certain moment en 2018 « Nous allons porter la guerre sur le territoire iranien ». Il a été honnête à ce sujet, mais il a essayé et il a échoué. Donc voilà ce que je dis. Il y a un travail d'accouchement au Moyen-Orient, d'où va naître un nouveau Moyen-Orient ou une nouvelle Asie occidentale. Et ce n'est pas encore né. C'est en train d'arriver. Do you think that Selon vous, quelle pourrait être l'architecture de sécurité en Asie occidentale qui permettrait de réunir tous ces pays? Voyez-vous par exemple l'Iran et l'Arabie saoudite se rapprocher dans ce cadre, ou sommes-nous encore loin d'en arriver là? Saudi Arabia coming together, or we are far away from that point? Eh bien, l'Iran et l'Arabie saoudite se sont rapprochés. Ils ont tenu des réunions en Irak, des réunions en Jordanie, ils ont eu des réunions à Oman, ils ont signé un accord sous l'égide de la Chine. Non seulement le premier ministre irakien de l'époque, mais aussi la Chine ont supervisé cet accord. Mais, comme vous le dites, à l'image de l'Organisation de coopération de Shanghai, à l'image des BRICS, ils ne sont pas vraiment très désireux de mettre ces accords en œuvre parce que l'Iran restait un pays diabolisé. Maintenant que l'Iran apparaît sous un jour différent, plus fort qu'avant, non pas parce que l'Iran a davantage de puissance, mais parce que l'Iran a été soumis à la destruction des deux armées les plus puissantes du Moyen-Orient et du monde, toutes deux nucléaires, et qu'elles n'ont pas réussi, en réalité elles n'ont pas réussi, elles ont échoué à vaincre l'Iran. C'est pourquoi l'Iran sort de cette situation avec une forme de victoire. Il n'a pas été vaincu. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite doit composer avec l'Iran. Elle ne va pas se soumettre à l'Iran. Ce n'est pas quelque chose que les Saoudiens feront un jour. Mais ils doivent conclure un accord avec l'Iran qui garantisse une forme de collaboration allant au-delà de l'accord signé sous l'égide de la Chine, parce qu'ils ne veulent pas que ces attaques se reproduisent. Et Mohammed Ben Salman a des projets économiques pour l'avenir qui exigent de la stabilité au Moyen-Orient et en Asie occidentale. Pour cela, il ne veut pas vraiment de nouvelles guerres contre l'Iran. Et je ne pense pas que les Américains et les Israéliens envisageront d'agir contre l'Iran pendant au moins les 20 prochaines années. À moins que quelque chose ne se soit produit à l'intérieur de l'Iran. Et même cela a été tenté tellement de fois. Toutes les émeutes, Massa Amini, et toutes les révolutions de couleur qui ont eu lieu en Iran pour tant de raisons différentes. Tout cela, c'était des tentatives. Les Israéliens ont dit qu'ils avaient envoyé des milliers de Starlink. Ils ont envoyé des armes. Ils avaient le Mossad à l'intérieur du pays. Ils ont même construit des usines de drones en Iran. Et ils étaient capables de semer le chaos en juin 2025. Et ça, je le dis pour la première fois. En juin 2025, si les Américains étaient entrés en guerre aux côtés d'Israël, l'Iran aurait été en grande difficulté. Mais grâce à Benjamin Netanyahou, l'Iran a aujourd'hui survécu. Et je vais m'expliquer. À cause de la guerre de 12 jours, l'Iran a été surpris par la manière dont Israël a mené la guerre, en tuant tous les dirigeants, en détruisant tous ses sites. L'Iran en a tiré la leçon. L'Iran a été surpris de voir à quel point le Hezbollah avait été surpris par l'attaque de septembre. Mais les Iraniens ont compris que ce qui s'était passé au Liban
leur était aussi arrivé. C'est pour cela qu'ils ont tout changé. Ils ont déplacé la fabrication des missiles sous terre. Ils ont déplacé les lanceurs sous terre. Ils ont créé une division de l'heure dans tout le pays. Ils ont tout déplacé sous terre. Pour chaque dirigeant, ils en ont créé 2 autres, ainsi que d'autres adjoints. Ils ont mis en place des solutions de secours et des alternatives pour tout. Et ils étaient préparés à la guerre. Parce que la guerre de juin 2025 ne s'est arrêtée que grâce à une conversation téléphonique entre Donald Trump et des médiateurs iraniens, mais sans accord. L'Iran s'est donc préparé et a compris ce qui faisait mal aux Israéliens et ce qui faisait mal aux Américains, parce qu'ils savaient que cette guerre allait arriver. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que les Saoudiens comprennent que tout a été essayé. Les pays du Golfe comprennent que les Israéliens et les Américains ont fait de leur mieux. Ils ont même payé la plus grande partie des dépenses de cette guerre. Mais cela n'a pas marché pour eux. Et puisque cela n'a pas marché, ils doivent maintenant vivre avec l'Iran. Voilà où nous en sommes. Elijah, Israël est la principale raison, selon moi, ou l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis ont déclenché cette guerre. Et vous avez mentionné l'attaque de juin 2025, lancée par Benjamin Netanyahou, son administration et son armée contre l'Iran, mais avec la coopération totale des États-Unis, leur soutien, l'utilisation de toutes ces bases dans les pays du CCG, les avions ravitailleurs, tout, leur renseignement. Ils étaient préparés à cela. Ils étaient préparés sur le plan défensif. Ils ont tout fait pour défendre Israël quand l'Iran a attaqué Israël, après que l'Iran a été sous le choc pendant les 12 premières heures. Et vous voyez, au bout de 8, 9, 10 heures, ils reviennent et attaquent Israël. Mais si l'on met cela de côté, et au vu de ce qui s'est passé jusqu'ici, aujourd'hui, militairement, Israël, je dirais, est à découvert. Ils ne sont pas si capables que ça, sur le plan offensif comme défensif. Enfin, surtout défensif. Parce que s'ils essayent d'attaquer l'Iran, ils doivent utiliser des avions de chasse. Ils n'ont pas vraiment la capacité d'utiliser des missiles balistiques ou hypersoniques comme l'Iran. Ils doivent utiliser des avions de chasse. Là encore, les États-Unis doivent être présents pour les aider. Et ces radars ne sont plus là. C'est pour ça qu'il sera très difficile pour Israël de faire cela seul, sans les États-Unis. Et même les États-Unis, lorsqu'ils essayent d'attaquer l'Iran dans le sud, dans l'ouest de l'Iran, on voit qu'ils ne pénètrent pas dans l'espace aérien iranien. Ils sont loin, vous savez. Ils sont très très loin des frontières iraniennes des deux côtés. Même dans l'ouest de l'Iran, ils utilisent des HIMARS depuis le Koweït pour attaquer l'ouest de l'Iran. C'est la réalité de ce qui se passe. Même les États-Unis ont leurs propres limites quand il s'agit d'attaquer l'Iran, sans parler d'Israël. Quelles seraient les conditions pour Israël si les États-Unis décidaient de faire quelque chose? Vous avez évoqué l'objectif principal. Au final, s'ils obtiennent quoi que ce soit, ce sera l'Iran qui contrôlera le détroit d'Ormuz et les États-Unis qui quitteront la région sans avoir obtenu le moindre accord significatif avec l'Iran, ni lever les sanctions, ni rien de tout cela. Alors, quelle est la situation? Israël ne veut pas se retirer du Liban. Il veut poursuivre le conflit avec l'Iran. Il a un nouvel ennemi avec ce nouveau, comme il l'appelle, ce nouveau mouvement sunnite en quelque sorte. Je suppose que ces 2 derniers jours, le ministre israélien de l'Agriculture et le ministre de la Diaspora l'ont tous les deux dit, le nouveau pacte militaire est dirigé contre eux parce que c'est une sorte de mouvement sunnite contre eux. Alors, où en est Israël aujourd'hui? Et comment Washington pourrait-il quitter la région et laisser Israël dans les conditions où il se trouve actuellement? So, first of all, the Americans
Donc, tout d'abord, les Américains comprennent aujourd'hui qu'il n'y a aucun objectif atteignable avec l'Iran en bombardant l'Iran. Militairement parlant, ils ne peuvent rien obtenir. Ils ne font que perdre des bombes en les larguant, et la position iranienne se renforce, devient plus dure. Les Iraniens allongent la liste de leurs exigences, ils ne la réduisent pas, et cela se retourne contre Donald Trump, et il le comprend. Ce que veulent les Israéliens, c'est que l'Iran bombarde Israël. Parce que les Israéliens brûlent d'envie d'aller bombarder tous les dépôts de pétrole, les installations énergétiques, l'électricité et toutes les infrastructures civiles en Iran. Ils sont prêts à le faire en 1 ou 2 jours, à aller tout bombarder et à pousser l'Iran à bombarder Israël en retour. Ce n'est pas le plaisir que l'Iran va faire à Israël, parce qu'Israël est empêché par les Américains de le faire. Car les Iraniens détruiront tout au Moyen-Orient. Ils détruiront toutes les installations énergétiques, les installations de dessalement et toutes les infrastructures civiles, parce qu'ils ont été frappés et qu'ils répondront de la même manière. Ce n'est pas dans l'intérêt de la stratégie des États-Unis. Mais les Israéliens ne se préoccupent pas des objectifs des États-Unis. Leurs objectifs sont différents. Les Israéliens aiment tuer, détruire, sans aucun objectif stratégique. Benjamin Netanyahou est aujourd'hui dans une phase électorale. Il a une élection en octobre, et pour cela, il a besoin de la guerre. Il est soutenu par des gens comme Ben Gvir et Smotrich, le ministre de la Sécurité, Itamar Ben Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Il a besoin d'un parti radical, parce qu'il est lui-même radical, et les radicaux ont besoin d'huile pour faire tourner leur roue. Et leur carburant, c'est de tuer la population. S'ils ne peuvent pas le faire en Iran, ils doivent se tourner vers le Liban. S'ils ne peuvent pas le faire au Liban, ils vont à Gaza. S'ils ne peuvent pas le faire à Gaza, ils doivent aller en Cisjordanie. Et c'est ce qu'ils font. Donc, Israël ne se retirera pas d'un seul centimètre au Liban et à Gaza. Au contraire, à Gaza, au moment du cessez-le-feu en octobre, Israël contrôlait 53% du territoire. Aujourd'hui, il en contrôle 70%. Il étend l'occupation à davantage de terres dans la bande de Gaza. Elle faisait déjà 360 km². Aujourd'hui, elle est réduite à plus ou moins 100 km², où vivent 2,5 millions de personnes, dans des conditions extrêmement difficiles. Israël réduit l'acheminement de nourriture et de fournitures. Au lieu des 600 camions convenus, ce sont 200 à 250 camions par jour, chaque jour. Donc il fait vraiment tout pour rendre la vie des Gazaouis très misérable. Future Shoes au Liban. Ils détruisent les maisons de civils pendant le cessez-le-feu. Dans la zone contrôlée par les Israéliens, les gens regardent leurs maisons être détruites. Et comme il y a un cessez-le-feu, ils ne tirent pas. La résistance ne tire pas contre les Israéliens. Alors, concernant l'Iran, ils se sentent complètement coincés. Ils aimeraient beaucoup voir l'Iran les bombarder, mais l'Iran ne va pas bombarder Israël maintenant. Il peut frapper des installations américaines en Jordanie, où se trouvent de nombreux systèmes de missiles d'interception, et laisser à Israël son système d'interception uniquement pour Israël, tout en épuisant tous les autres systèmes de la région. Ainsi, la douleur est répartie entre tout le monde, à l'exception d'Israël, qui ressent une grande douleur parce que l'Iran ne le bombarde pas et ne lui donne pas la possibilité de bombarder l'Iran. Vous voyez, c'est pour cela que Manny adopte cette position vis-à-vis d'Israël. Et Israël se retrouve aujourd'hui face à un président des États-Unis qui ne veut pas que Benjamin Netanyahou soit réélu. C'est pour cela qu'il a dit que Benjamin Netanyahou ne serait pas réélu. La réponse est venue du Likoud, le parti dont Benjamin Netanyahou est le président. Il a dit non, il sera candidat à l'élection et il gagnera. Donc pour la première fois, il y a des divergences
entre un président républicain des États-Unis et Benjamin Netanyahou, qui avait l'habitude de se battre avec les présidents démocrates. Aujourd'hui, pour la première fois, il a une position différente. Ce n'est pas parce que Donald Trump n'aime pas Israël. Au contraire, Donald Trump fait tout pour soutenir Israël et estime que Benjamin Netanyahou nuit à Israël. Il veut donc sauver Israël de Benjamin Netanyahou. Voilà la position d'Israël aujourd'hui sous Benjamin Netanyahou. This is the position today of Israel under Benjamin Netanyahu. Yeah. Yeah. Thank you so Merci much, beaucoup, Ivan. Elijah. C'est toujours un grand Great plaisir. pleasure, as always. C'est un plaisir, Nima. We're going to continue these talks. It's so Nous allons important. poursuivre ces Your point of échanges. view is so C'est tellement important. important for our Votre audience point de to vue est understand the essentiel pour que complexity notre audience in the comprenne la West Bank, complexité de la région. West Bank. Au Liban, We vous l'avez did talk évoqué, about the West en Bank. Cisjordanie. Before, Nous n'avons pas I parlé de la mentioned the West Bank, I Cisjordanie. remember one of the Avant questions d'aborder la that I wanted to Cisjordanie, ask je you me suis about souvenu d'une which question que is je voulais vous poser, the way that Elijah. Benjamin Netanyahu was Elle talking concerne about la manière dont Benjamin we know Netanyahou what's en going on parlait. in the West Bank. Nous savons ce qui These se passe en tractors Cisjordanie going et ces on, colons qui vont sur things place et firing mettent le up, feu, vous savez, setting things qui on incendient fire des and choses et destroying détruisent tout. everything. It Benjamin was Netanyahou mentioned l'a by évoqué. Netanyahu, it's Il a dit que all tout about cela these venait de people. ces gens-là. He said even Il les a même they're qualifiés de thugs, voyous. these thugs Ces are voyous going vont there là-bas and et trying nous to do essayons de everything tout to faire au avoid sein du that gouvernement government. pour empêcher cela. But we had the Israeli Mais nous avons le member député of israélien Knesset, à la Knesset, Ofer Ofer Kassif. Kassif. Hier, une Yesterday, interview a there été was an publiée sur Al interview Jazeera. on- it Il was affirme que le published on gouvernement Al paie Jazeera. ces gens pour He's faire cela, mentioning that the que le government gouvernement is gère paying tous ces gens. to do this. The government is managing all these people. Him and And the finance minister Bezalel Smotrich. Il parlait du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est soutenu par ces terroristes voyous, ces colons. C'est le ministre des colons. C'est lui qui accroît les colonies en Cisjordanie. On est passé de 150 000 à 850 000 colons en Cisjordanie. Ils occupent différentes zones qui sont censées être administrées uniquement par l'État palestinien ou par Mahmoud Abbas, disons. Mais le nombre de ces colonies augmente chaque jour. Le nombre de maisons palestiniennes démolies augmente lui aussi, chaque jour. Et ces terroristes, je veux dire Ben Gvir et Smotrich, étaient considérés comme des terroristes par le gouvernement et la justice israélienne. La justice israélienne considérait ces deux hommes comme des terroristes. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement. These two terrorists, they are today in the government. This is why we see Bezalel Smotrich. C'est pour cela que nous voyons Bezalel Smotrich se battre avec l'armée, ne pas lui accorder le budget, mais toujours trouver des budgets pour créer des colonies. Pas seulement en Cisjordanie, mais surtout autour de Jérusalem. Pour s'assurer que Jérusalem ne soit jamais reliée à une quelconque partie palestinienne et que les maisons et les quartiers palestiniens soient complètement encerclés par des colonies à Jérusalem. Alors, Benjamin Netanyahou est sorti et a dit « Il n'y a pas d'État palestinien ici. Il n'y a qu'un seul État et je ne donnerai pas 1% des terres aux Palestiniens. I will not give 1% of the land to the Palestinians. yeah, Oui, oui. Merci beaucoup, Elijah. C'est toujours un grand plaisir. great pleasure as always. Tout plaisir pour moi. Merci de m'avoir suivi.